La réussite parfois est ailleurs. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions vraiment considérer ces choses. Parce que si, en fait, la liste des personnes qui doivent réussir sur la terre n'a pas été déjà clôturée, vous pouvez vous mettre aussi dans la même liste. Et la deuxième des choses, c'est que les difficultés que vous avez connues dans le passé pour avoir essayé de faire quelque chose ne doit pas vous faire croire que vous vivez dans les pays de l'impossibilité. C'est peut-être parce que vous n'avez pas utilisé la bonne clé pour une quelconque porte. Vous savez que si vous prenez vos clés de la maison, vous voulez ouvrir cette porte ici, même si on vous laisse 3 jours, ça ne va pas s'ouvrir. Donc il faut trouver la porte, la clé identique à la porte. J'aimerais, le thème qui a été retenu, c'est un très bon thème. Ça m'a rappelé je ne suis pas très vieux, mais ça m'a rappelé un peu les temps où j'étais tout jeune là et que je me recherchais avec des projets et que j'ai eu à échouer de plusieurs manières. Le thème qui a été retenu, c'est commencer, développer et réussir son business en 2024. J'aimerais enlever 2024 parce que je trouve ça restrictif. J'aimerais que nous puissions réussir dans la suite des temps. Amen. Et 2024 parfois ne suffira pas pour réaliser tout ce que vous devez faire. Parce que vous devez savoir que la vie d'un homme répond à un certain cycle. La naissance, la croissance et ensuite l'accomplissement, ensuite le transfert et enfin les départs. La naissance, vous naissez, après vous devez vous préparer, ça prend le temps que ça prend. Et ensuite l'accomplissement, vous devez atteindre les objectifs de votre vie. Et ensuite, vous devez transmettre aussi aux autres, avec eux aillent un peu plus loin. Et enfin, je n'ai pas voulu dire mourir parce que ça fait peur aux gens. J'ai dit, enfin, vous devez partir. Ouais, donc ça répond à un cycle. Alors, la période de préparation pour réussir n'équivaut pas forcément à une année, à 9 mois. Donc voilà pourquoi j'aimerais pas que nous soyons restrictifs que nous parlions de 2024, que nous parlions de la réussite point barre. Et dans ces thèmes, il y a 3 mots: commencer, développer et réussir. Quand on commence mal, on hypothèque la réussite. Quand on ne respecte pas certains principes du développement, on va tout droit à l'échec. Et enfin, quand on ne connaît pas, on n'a pas une perception des finalités, on risque de pouvoir s'égarer. Voilà pourquoi je vais parler du commencement, je vais parler du développement et je vais parler des finalités qui sont là, qu'est la réussite. Première chose, notre texte de base, nous le trouvons dans la Bible, dans Matthieu. On n'aura pas le temps de tout lire. Vous allez lire à la maison Matthieu chapitre 13, de 1 à 8. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs années de cela, j'avais découvert que toutes les paraboles de la Bible que Jésus a dites sont liées au business. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai commencé à lire la Bible autrement et ça m'a donné à pouvoir appliquer tout simplement ces choses. Et ça a marché. Bon, on n'a pas le temps de pouvoir parler de toutes les paraboles, mais seulement je vais me limiter à l'une d'entre elles et nous sommes au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. D'abord, c'est quand nous lisons que ces passages, nous lisons la réussite. Mais à côté de cette réussite, il y a des échecs. On parle du semeur qui est sorti, qui a jeté la semence, et
les 3 premières catégories, ça n'a pas marché. C'est seulement la dernière catégorie. Et même pour cette dernière catégorie, le niveau de réussite n'est pas le même. Parce qu'il y en a des qui ont réussi à avoir 30, 60 et 100. Donc, tous ceux qui se retrouvent dans la dernière catégorie, qui ont réussi, ce sont des gens qui ont laissé Dieu travailler avec eux. Mais la différence des résultats, c'est l'impact de l'humain, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme. En fait, tous étaient destinés à avoir 100. Mais il y en a des qui ont eu 60, d'autres 30, bien que Dieu était avec eux, parce qu'ils n'ont pas rempli toutes leurs responsabilités. Le comment ne marchera pas tout simplement parce que nous disons que Dieu est avec nous, mais parce que nous aurons rempli notre part de l'humain. La réussite, il y a le divin, il y a l'humain, et nous avons notre part à pouvoir à remplir. Alors, donc nous disons que la vie répond à un certain cycle. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas être des personnes distraites. Vous n'êtes pas obligé d'être dans tout ce que les autres sont en train de faire. Moi, je me suis converti à l'adolescence, donc je n'ai jamais été dans un concert, je n'ai jamais été fumeur, je n'ai jamais été buveur, je n'ai jamais été... Et je cherche quelqu'un de mon âge qui a vécu dans ces choses et qui me dise qu'il est plus heureux que moi. Beaucoup sont morts, beaucoup se sont embrouillés dans la vie, etc. Donc, la vie, c'est un cycle. Et à un moment, ça commence, à un moment, ça va s'arrêter. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre le temps. Et pour réussir dans la vie, j'aimerais d'abord ôter certaines manières de penser, en fait, qui dérangent et qui bloquent beaucoup de gens. Pour que vous puissiez réussir dans votre vie, ce n'est pas d'abord un problème des richesses de votre famille. Il y en a des gens qui pensent, ah non, moi je suis vraiment malheureux, comment je suis né à Kimbanzeke, je ne sais pas moi, bon, à Matete, les Matete d'aujourd'hui, ce n'est pas les Matete d'un temps là, quand vous passez ici et que vous avez peur, même si quelqu'un vous parle mal, vous avalez cela parce que vous dites qu'il doit certainement être un maître. Et si vous osez répliquer ici, la journée va mal se terminer. Mais il y a de ceux qui se sentent mal parce qu'ils sont nés dans un certain quartier, dans une famille pauvre. Cela ne détermine pas la réussite dans la vie. Et vous aurez aimé naître, je ne sais pas moi, à ma campagne, à Gombe, et là, vous aurez plus de chance. Rien du tout. La deuxième des choses, les diplômes ne sont pas une garantie de réussite. Dans le monde, si nous devons compter les premiers 10 milliards, les premiers 10 hommes les plus riches du monde, 8 ne sont pas universitaires. On a voulu mettre ça dans notre tête. D'ailleurs, ce sont des choses vraiment que nous devons réviser dans notre, réviser dans notre pays. En fait, on est en train de sacrifier toute une génération parce qu'on leur a menti. Que la réussite, pour réussir, il faut avoir un diplôme de licence, de maîtrise et tout ça. Mais finalement, on étudie, on se rend compte qu'on n'arrive pas à réussir dans la vie. Ou bien on finit par devenir l'esclave moderne, c'est-à-dire on cherche du boulot quelque part, on devient un employé, on travaille, on a un petit salaire, on se dit, on a réussi. Non, pas forcément. Et la réussite, enfin, ce n'est pas aller en Occident, aller en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada. Non. Il fut un temps où on faisait croire aux jeunes que pour réussir, il faut traverser l'aéroport de Njik. Nous avons vécu cette époque-là où c'était vraiment, on les chantait, les musiciens les chantaient, attends, calé dans le monde en liquide. À cause de ça, les jeunes ont été prêts à vendre même la parcelle familiale et laisser leur famille dans l'infortune pour aller en Europe.
Aujourd'hui, quand on doit faire un bilan, la plupart de toute cette génération qui sont partis en Europe, ils sont des vieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils vivent des allocations sociales. Pour beaucoup, ils n'ont même pas grand-chose ici au pays. Donc, la réussite, ce n'est pas forcément le fait de pouvoir voyager. C'est comme ça qu'il y en a des que c'est ça malheureux. Ah, l'autre est parti, mon ami, mon camarade est parti en Europe. Ah, lui, il a réussi. Qu'est-ce que dit ça? Donc, puisque nous enlevons d'abord ces faussetés qu'on met dans notre tête et qui nous déroutent, allons maintenant vers ce qui est vrai et ce qui nous permet de pouvoir réussir. Premièrement, commencer. De toute manière, il faut commencer. Attention, il y en a des ceux qui dans leur tête, avant de commencer quelque chose, un business, ils se disent, quand je vais terminer des études, ah, donc tu vas devenir intelligent quand tu vas terminer les études. Tu vas devenir capable de faire quelque chose quand tu vas terminer les études. Nous sommes dans une société où on croit que la réussite est liée à un certain âge. Donc, pour devenir riche, il faut atteindre 50 ans, 60 ans. Dans les pays dont la mentalité est déjà révolutionnée, on devient riche à 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Et vous pouvez commencer quelque chose, même en étant étudiant. Combien connaissent DHL? Ok. DHL a été créé par 3 étudiants. 3 étudiants. Et aujourd'hui, c'est une entreprise mondiale. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'Internet, il y a quand même une certaine baisse dans les affaires, mais ça continue à exister. Donc, vous ne devez pas attendre de finir les études. Il y a 7 choses que vous devez retenir par rapport au commencement. Des choses qui permettent que nous commencions bien. La première chose, il faut avoir l'initiative. C'est-à-dire, commencer. Il y en a de ceux qui veulent le réussir, mais ne veulent pas commencer. Commencer nécessite d'avoir le courage de se lever, de faire le mouvement. Commencer. C'est ça l'initiative. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est avoir la détermination. Parce que ce que vous commencez ne sera pas forcément facile. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a réussi et qui a marché comme sur des roulettes. Nous, il faut être, si vous n'avez pas la détermination, vous n'irez pas loin. Vous allez vous arrêter quelques jours après avoir commencé. Parce qu'il y a des difficultés qui vous attendent. Il faut que vous sachiez cela, qu'il y a des difficultés qui vous attendent. Et même des complications même. Vous devez intérioriser cela. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans les Épîtres de Pierre, vous devez être armé de la pensée de souffrir. Armé de cette pensée-là. La troisième chose, c'est vous devez compter sur vos atouts. Les atouts, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est tout ce qui est à votre disposition. Même Jésus, pour multiplier le pain, il a fallu qu'il puisse considérer ce qu'il y avait sur le terrain. Il y avait 5 pains et 2 poissons. C'est sur cette base-là que le miracle va pouvoir s'opérer après. Qu'est-ce que vous avez? Vos atouts. Les atouts là, ça peut être une certaine arrière-plan familial. Quand vous avez vécu, votre père était un mécanicien. Naturellement, sans avoir fait la mécanique, vous devez connaître la mécanique. Vous devez savoir comment est-ce que les choses s'organisent. Donc, à défaut de devenir mécanicien, vous pouvez devenir un entrepreneur dans les domaines de la réparation automobile. Ça, ce sont des atouts, parce que vous connaissez déjà les rouages. Vous avez été, vous êtes fils d'un médecin. C'est déjà un atout. Vous avez déjà une idée de ce qu'est l'hôpital, de ce qu'est le soin et tout ça. Vous pouvez devenir un manager d'un hôpital. Donc, on commençait avec un petit centre, une unité, un petit centre, une infirmerie,
et qui va aller petit à petit. Donc, les atouts, voyez d'abord ce que vous avez. Les atouts, ça peut être les relations que vous avez. Les atouts, ça peut être aussi ce que vous avez, votre originalité. En fait, pour réussir, vous devez être vous. Vous ne devez pas forcément être les autres. C'est-à-dire, l'originalité, c'est, par exemple, votre manière de parler, votre capacité, facilité à parler. Ça peut être un atout pour un certain business. Oui, il y a des gens, je ne vais pas citer les noms, mais je vais seulement citer les faits, vous allez vous retrouver. Il y a des gens qui sont célèbres dans ces pays, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais seulement, ce sont des bouchards. Si vous voulez mal terminer votre journée, provoquez-les. Il va parler seulement 5 minutes, la façon qu'il va vous ramasser. Et ce sont là des maîtres des réseaux sociaux, tous les... mais ils n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire, leur atout, c'est leur bouche. Ils savent parler. Et ce sont des diplômés. Les gars, c'est 3 fois universitaire. Mais ce n'est pas ces diplômes qui nous font réussir. C'est son langage terre à terre, un peu voyou, enfin très voyou. Et les politiciens l'utilisent aussi pour leur campagne. Parce que les gens comme ça, ils sont efficaces pour des campagnes. Voyez? Donc, voyez qu'est-ce que vous avez comme avantage. Si vous ne parlez pas beaucoup, mais vous avez une certaine habilité, il y a des choses que vous savez faire. C'est déjà un atout. Ça, c'est le commencement. Et quatrièmement, c'est l'information. Vous devez vous informer. Quand vous voulez faire quelque chose, vous devez vous informer. Quand je devais commencer une radio, j'ai passé une année en train d'étudier d'abord les lois sur l'audiovisuel dans notre pays, les médias, les lois et aussi comment organiser une radio. C'est dont on a besoin. J'ai lu un peu sur le journalisme, j'ai lu un peu. Ça a permis à ce que lorsque nous avons démarré, nous avons, ayant des connaissances. Vous voulez commencer un restaurant, informez-vous sur quelles sont les dispositions, disons, des exigences légales, quelles sont les difficultés que les restaurateurs ont. Circulez un peu, posez des questions. Nous sommes en moins, nous avons commencé l'école. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Et quelques temps après, on a commencé à voir des gens, peut-être quand ils ont vu notre réussite, ils pensaient que c'était facile. Chaque année, il y avait une dizaine d'écoles qui commençaient. En tout cas, les rythmes de leur maternité a été aussi les rythmes de leur enterrement. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas facile. Il faut prendre le temps de pouvoir s'informer. Et un autre élément du commencement, c'est la formation. Vous voulez faire quelque chose. Je me souviens, avant de commencer l'école, j'ai consulté certaines personnes et j'ai pris le temps de lire, d'apprendre, de comprendre le système éducatif dans notre pays. J'ai aussi été intéressé par particulièrement la psychologie de l'enfant. La psychologie, mais la psychologie de l'enfant. Parce qu'en fait, les psychologues sont les architectes. En fait, les psychologues sont ceux qui sont les architectes pour les maçons, et ils sont des architectes des enseignants, c'est-à-dire des pédagogues. Donc la psychologie est au-dessus de la pédagogie. C'est elle qui dicte les normes, les principes. Ouais. Alors, je ne devais pas me limiter, comme je vais diriger des pédagogues, je devais être au-dessus d'eux. Et les résultats, nous avons la meilleure école dans notre contrée. Il faut se former. Les gens, tout s'apprend. Et quand on n'est pas formé sur quelque chose, c'est sûr qu'on arrive à ne pas... Quand j'ai compris que je me suis converti normalement sans avoir l'ambition de devenir pasteur, moi j'ai rêvé
de créer, comme j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai rêvé de créer un grand studio de dessins animés, de cinéma, etc. Mais quand j'ai reçu l'appel pour le ministère, je me suis mis à lire tous les livres des grands serviteurs de Dieu dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui a fait les réussite, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Parce qu'il ne faut pas recréer la roue. Il y a des gens qui sont passés par ces chemins-là. Ce qu'ils ont appris en 100 ans, vous pouvez apprendre ça en 2 heures. Voilà pourquoi le problème avec notre jeunesse, avec beaucoup de gens, c'est qu'ils n'aiment pas apprendre. Vous voyez l'Internet ici. Nous tous, nous avons les téléphones, nous utilisons l'Internet. Si je vous dis que moi, chaque jour, j'étudie. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils prennent l'Internet. C'est tout juste pour aller, il achète un jean vert, jaune là. Il porte ça, il prend une photo et il travaille ça, après, paf, il poste. Il attend maintenant des j'aime. Et lorsque maintenant les j'aime ne viennent pas, alors il se fâche. Il dit, moi, quand j'ai publié des choses, vous ne répondez pas. Je vais commencer à bloquer des gens. C'est comme si tu as engagé des gens quelque part pour te mettre des j'aime et des lol. C'est quoi cette histoire? Donc, et pourtant, l'Internet vous donne la possibilité de beaucoup apprendre. J'ai fait les beaux-arts, mais beaucoup de gens, quand on partage, on parle, ils se rendent compte que je suis dedans dans les droits. Comment je fais? Je suis parti sur Internet. Je suis parti à l'université. J'ai vu tout ce qu'il y a comme cours de droit. J'ai commencé à chercher tous les cours des premiers graduats. J'ai étudié comme si j'avais un examen. Je suis parti, j'ai cherché tous les cours de deuxième graduat de droit. Ainsi de suite. Donc, je n'ai pas l'ambition de devenir ni avocat ni magistrat. Mais le droit est tellement important que j'ai été poussé à pouvoir apprendre à cause des responsabilités qui m'attendaient. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez avoir la passion de vous former. On peut être formé et on peut aussi se former soi-même. On peut être aussi un autodidacte. C'est vraiment possible. Et toujours pour les commencements, nous avons les formalités. Quand vous voulez commencer quelque chose, essayez de remplir la formalité. C'est pas bon, vous ouvrez une boutique et les agents de l'État commencent à vous traquer, vous dites qu'ils sont méchants. Non, à la base, c'est vrai que généralement ils sont méchants. Là, c'est pas très faux. Mais, non, mais ils sont, beaucoup d'agents de l'État, ils sont méchants. Je l'ai dit par expérience. Méchants, mauvais, et même un peu sorciers. Mais seulement, ils n'ont pas toujours tort. Quand vous n'avez pas les documents requis, vous n'avez pas ce que l'État exige. Ne dites pas qu'ils ont. C'est comme ça qu'ils vont surfer sur vos erreurs et vous soutirez de l'argent. Donc, à la base, d'abord, informez-vous sur ce qu'il faut comme document. Ensuite, remplissez cela. Et les autorisations, même provisoires pour commencer. Parce que l'État prévoit ça aussi. Ils savent que pour commencer certaines choses, vous n'avez pas toujours la possibilité. Vous pouvez avoir des autorisations provisoires pour démarrer. Mais après, formalisez tout ça. Mettez-vous en ordre. C'est très important. Il ne faut pas que vous soyez déstabilisé parce que vous n'avez pas, vous ne faites pas les choses selon les règles de l'art. Et vous risquez d'accuser les diables pour rien. Toujours pour enfin pour les commencements, c'est l'opportunité. Vous savez, on ne commence pas quelque chose à n'importe quel moment. On ne commence pas quelque chose n'importe où. Et on ne commence pas quelque chose avec n'importe qui. Il faut toujours veiller
s'assurer que c'est opportun maintenant de le faire. Je vous assure, si vous, je ne sais pas, vous allez en Europe et vous dites, ah, na fondamentalement cabine nana, il y a autant de dignité. Au moment où on ne m'appelle pas, parce que aux gens mais c'est ici qu'on vient encore acheter des unités, mais ailleurs, c'est directement, c'est réactif. Donc au moment où on dit, il y a racisme, c'est-à-dire tu as commencé l'activité au mauvais endroit. Donc, c'est vrai que dans les business, il y a deux choses que quelqu'un qui veut faire le business doit avoir. Il doit avoir l'essence, en fait, il doit avoir l'essence des affaires, mais l'essence des affaires, c'est-à-dire savoir dénicher quels sont les besoins. Tu arrives dans un quartier, tu regardes tout autour de toi, quel est le besoin ici? Il faut savoir discerner les besoins. Si vous venez commencer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, ça ne va pas marcher. Vous aurez investi pour rien. Il faut d'abord discerner le besoin. Deuxièmement, si ce besoin n'est pas là, vous devez créer d'abord le besoin. Par exemple, au début, on avait des téléphones et après on a appris que non, on pouvait ouvrir ces téléphones-là. C'est comme ça que des gens ont commencé à vendre maintenant, on appelle ça comment? Des pochettes. C'est-à-dire, ils ont, les premiers qui ont commencé à vendre ça, ils ont créé le besoin. Parce que les gens ne savaient pas et ne cherchaient pas ça. Mais à partir du moment où ils ont amené ça, ils ont insisté. Après, ceux qui sont venus après, maintenant le besoin c'est créé. Tout le monde maintenant commence à chercher et maintenant ils investissent aussi dans ce domaine-là. Donc on peut soit discerner le besoin ou bien créer ce besoin-là et ça nécessite vraiment un grand marketing. Expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin d'utiliser votre produit ou bien vos services. Imaginez par exemple que vous allez au village et vous créez un lavage à sec. Ça va pas, non? Est-ce que vous voyez moi les gens du village venir, nous avons monnaie pour eux se coller bien la machine. D'abord, elle va faire éditer. Deuxième chose, c'est les développer. Nous avons parlé des commentaires. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, il faut avoir l'initiative, la détermination, compter sur ses atouts, avoir l'information, se faire former ou bien avoir la formation, remplir les formalités et saisir les opportunités. En matière d'opportunités, il y a les temps. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer? Deuxième élément d'opportunité, c'est les lieux. Est-ce que c'est vraiment ici? Vous créez une école moderne à Kimbantique, par exemple. Vous allez trouver les gens méchants pour rien. Donc ça serait un musée. Parce que par rapport au revenu moyen des gens, ils ne peuvent pas se permettre d'aller dans des écoles comme ça. Et troisièmement, c'est les relations. Quand je parle de l'opportunité, je parle du temps, des lieux, des relations. Il y a des gens, en fait, pour réussir parfois, Dieu nous fait passer par la voie des relations. Et nous voyons que dans la Bible, pour que Israël sorte de certaines difficultés, il a fallu que Dieu crée des personnes, des relations. Par exemple, pour que les enfants de Jacob puissent réussir dans leur mission, il a fallu la présence de Joseph. S'il n'y avait pas cette relation-là, ils n'auraient pas eu les avantages qu'ils ont eu. Vous devez savoir à quel moment Joseph est déjà sur le trône et aller acheter à ce moment-là. Il y a des gens aujourd'hui, à l'heure que nous parlons, leur oncle
leur père, leur frère a cessé d'être député. En fait, il vient d'échouer à la dernière, aux dernières élections. Alors que pendant qu'il était député, il pouvait profiter de cette relation-là pour certaines choses. Vous savez, nous sommes dans un pays, moi je dis, dans notre pays, parfois c'est un problème d'influence. C'est-à-dire, tu peux arriver dans un service, tu peux y passer toute la journée, personne ne te reçoit. Mais tu appelles ton frère, il appelle les responsables là-bas. Je t'assure, il va se faire en ce que pratiquement on va te recevoir rapidement. Donc savoir aussi utiliser les relations, ce n'est pas mettre sa foi dans les hommes, parce que Dieu nous bénit au travers des hommes. C'est différent mettre sa foi dans les hommes et utiliser aussi les relations que nous avons. Je prends un exemple. Une fois, je devais aller évangéliser dans un hôpital, mais c'est un hôpital où ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. J'étais parti à pied, les gardiens me regardent là, non, je dois prier pour les malades ici et tout ça. Ils m'ont dit, ah non, n'entrez pas. Ah, d'accord, je suis rentré. Je reçois dans notre contrée une personne qui est venue avec une grosse jeep blanche là, jeep pas vraiment. Donc, alors j'ai écrit, est-ce que tu peux aller me laisser quelque part? En fait, je voulais faire l'expérience. On arrive dans cet hôpital-là à l'époque. Bon, aujourd'hui, je peux y entrer quand je veux parce que les chefs, les responsables, tout ça, ce sont des membres de l'église. Mais à l'époque, on n'était pas encore connus. Alors, on arrive, ils klaxonnent, pipi. Les gardiens ne viennent même pas demander qui est dedans. Donc, là où vous ne pouvez pas entrer à pied, demandez les services. C'est ça, savoir saisir les opportunités, savoir utiliser les relations. Ainsi, vous pouvez atteindre votre objectif au lieu de rester bêtement bloqué inutilement. Voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'il est toujours important dans la vie de garder les relations. Je ne sais pas combien, mais nous sommes dans un forum où on est le forum des finalistes de 1992 de l'Institut des Beaux-Arts. Ça fait plus de 30 ans, n'est-ce pas? Mais on garde la relation. On ne sait jamais. Un jour, j'ai eu un petit souci là, il y avait un document. Paf! J'ai demandé comment je pouvais avoir ça. C'était compliqué. Et après, j'apprends que non. Le nouveau chef là-bas, c'est mon ancien camarade de classe. Je l'ai appelé, ah, Ndeko. J'ai besoin, oh mais venez. J'arrive là, il donne des ordres à ses subalternes et l'histoire se passe rapidement. Donc c'est de cela, c'est ce que j'appelle l'opportunité. Alors rapidement, parce qu'on doit terminer, développer. Il y en a de ceux qui commencent, mais ça ne se développe pas, ça n'évolue pas. Parce que là encore, ça répond à certains principes. Quand ces principes ne sont pas respectés, il y a des gens qui sont têtus. Imaginez par exemple, je prends votre téléphone. Tant que je ne compose pas votre code là, je peux rester 3 jours, le téléphone ne va pas s'ouvrir. Donc vous allez accuser les sorciers pour rien. Il y a des principes qui permettent à ce que vous êtes en train de faire puisse se développer. Première, j'en cite 7. Le premier, c'est le choix des collaborateurs, des gens avec qui vous devez travailler. Ne prenez pas forcément un membre de votre famille parce qu'il est votre frère. Vous savez que au cas où lui il peut bouffer l'argent, il sait que vous ne le mettrez pas au cachot. Vous allez créer des problèmes familiaux. Mais quelqu'un d'autre peut se dire non, mais si je bouffe l'argent, il peut me faire arrêter. Ton frère, il n'aura pas cette appréhension-là, il n'aura pas cette peur-là. Donc, il faut faire attention. Quel business je peux faire avec les gens de la famille?
qu'est-ce que je peux faire avec les autres? Mais aussi étudier la personne, l'honnêteté de la personne. Ne prenez pas un ami parce que c'est ton ami. Il faut qu'il ait la compétence, la capacité de le faire. On ne prend pas quelqu'un, on ne travaille pas avec quelqu'un par pitié. Il faut être pragmatique. Il faut éviter de mettre du sentiment. S'il y a quelque chose que moi je n'aime pas, je ne mets pas du sentiment dans les travail. C'est comme ça que même dans tout ce que je fais, le mode de recrutement est rigoureux. Vous passez d'abord par le test technique et ensuite, d'abord on voit d'abord votre dossier, on voit d'abord, vous passez par le test et ensuite on passe d'abord à l'essai. Donc c'est pas parce que même dans tout ce que nous avons comme activité, on ne prend pas même un membre de l'église parce qu'il parle bien en langue ou bien il adore formidablement pendant les cultes. Non. Il doit être capable. Et ne faites pas des sentiments dans le travail. Assurez-vous que cette personne que vous voulez utiliser, cette personne va vraiment vous aider à atteindre l'objectif. Et la deuxième chose, c'est la rigueur du travail et des gestions. La rigueur du travail, quand je parle de la rigueur, d'abord, je pense à la ponctualité. Ce n'est pas parce que c'est votre propre business que vous devez arriver à 9 heures. Quand je parle de la rigueur, je parle du respect du temps du travail. Ce n'est pas parce que votre propre business, vous travaillez seulement pendant des heures, et tout le monde c'est mon propre business. Non. Il faut vous assigner des tâches, il faut vous assigner des objectifs c'est-à-dire que vous ne terminez pas le travail tant que vous n'aurez pas fini ce qui est prévu pour ce jour-là. La rigueur va vous amener à éviter ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait de pouvoir toujours remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Un jour, j'étais dans mon bureau, je parlais avec une personne qui passe tout son temps toujours à remettre au lendemain ce qu'il devait faire et il n'avance pas. Alors, pendant on était en train de parler, j'ai pris mon stylo, je me suis mis à dessiner. On parlait, on discutait, lui il ne savait pas, moi j'ai dessiné. Je finis. Et après, je lui montre le dessin. Oh, pasteur, c'est beau. Vous venez faire ça seulement maintenant, oui. Je lui dis, on a passé 5 minutes avec toi en train de parler. Pendant ce temps-là, j'ai produit 2 choses. On discutait, je dessinais. Ces 5 minutes qui viennent de se passer ne reviendront plus. Mais j'ai gardé un dessin. De la journée d'hier, qu'est-ce que vous avez gardé? Il ne faut pas que les jours passent comme ça et vous ne gardez rien. Vous pouvez garder cette journée en apprentissage. Par exemple, moi chaque jour j'apprends des mots. Ça peut être en anglais ou bien en français. Chaque jour j'apprends plus de mots. Quand j'entends un mot que je ne connais pas, directement je veux dans mon dictionnaire. Et ça reste. Et d'ailleurs, j'étais même frustré. Hier, j'ai vu un petit là sur Internet. Il doit avoir dans les 22 ans. Il parlait français. Il a dit un mot là que moi je ne connais pas. J'ai dit, comment il n'a que 22 ans? J'ai les doubles de son âge. C'est humiliant. Mais j'ai appris les mots. Et maintenant, ça aide. Donc, vous devez être rigoureux. C'est-à-dire, ne pas être fainéant. Il faut travailler. Il faut donner du temps à ce que vous êtes en train de faire. J'ai parlé de la rigueur du travail, mais aussi de la gestion. Vous avez votre propre boutique. Vous vendez des sardines et tout le reste. Ne changez pas votre standing de vie du jour au lendemain. Avant, quand vous prenez, le matin, vous prenez les 10.
et voulait directement commencer à déjeuner. Parce qu'il y a une différence entre prendre les thés et déjeuner. On ne blague pas avec le déjeuner. Prendre les thés, c'est-à-dire, il n'y a que ce qui est basique. Les pains, les thés, les thés avec sucre, à la rigueur, quelques arachides pour essayer un peu d'argent. Ah voilà, à la rigueur, la moine. Mais toi, tu veux passer, tu quittes la moine et tu veux passer au beurre, jambon et tout le reste. Et même tu achètes un truc comment on appelle ça, des œufs là. Plateau, voilà. Tu commences, et le matin, tu grilles 5 œufs et tout ça. C'est pas normal. Ne change pas ton style. C'est toi-même qui prends le lait que tu vends, tu consommes. À midi, tu ouvres une des sardines de ta boutique, tu consommes. Non, mais tu fais quoi? Et tu es en train de vendre. Tu vois quelqu'un qui passe avec un habit. Oh, il y a combien qui t'offrent, quoi? Tu ne te poses pas la question du capital que tu as investi, quelle est la marge bénéficiaire, quel est le bénéfice que tu vas avoir. Mais maintenant, tu commences à acheter des choses qui sont au-delà de ton bénéfice et tu te tournes de ce que ton business est en train de reculer. Il faut la rigueur de la gestion. Et tout ce que je suis en train de dire là, ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de détails, mais moi je dis que je serai simplement générique, de manière à ce qu'on ait l'essentiel. Et troisièmement, c'est pour la suite maintenant, nous entrons dans la mathématique. Nous parlons de la soustraction, de la division, de l'addition et de la multiplication. Premièrement, la soustraction. Vous devez commencer à soustraire tous les éléments de faiblesse. Donc pendant que vous êtes en train de faire tout ce que vous trouvez qui n'est pas bon, il faut enlever ça. Parce que ce qui n'est pas bon ne changera pas, ne se convertira pas demain. Si tu vois par exemple que le fournisseur n'est pas bon, changez-les. Si tu vois que la personne avec qui tu travailles n'est pas bon, change-les. Si tu vois que l'endroit où tu vends, ou bien tu as commencé ton business, tu trouves que le bailleur est trop jaloux, avant qu'il te fasse partir au moment où tu ne seras pas prêt, change d'endroit. Donc il faut toujours éliminer tout ce qui est un élément de faiblesse pour que tu avances. Et quatrièmement, maintenant, j'ai parlé de la soustraction, troisièmement, et quatrièmement, c'est la division. Il faut savoir, à un certain moment, diviser les tâches. Au début, on doit tout faire. Moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai eu à initier, au début, moi-même, j'étais dedans. J'ai travaillé jusqu'à ce que petit à petit, j'ai commencé à donner des tâches aux gens, à les responsabiliser, jusqu'à ce que quand je vois qu'ils arrivent à une certaine maturité, je me retire. Ainsi, après que tu aies travaillé pour les autres, pour former cette unité de production, tu as créé l'emploi. Maintenant, tu laisses les autres travailler pour toi. C'est ça la finalité. Donc, tu ne dois pas être forcément travailleur toute ta vie. Tu dois créer le travail pour les autres et ensuite les laisser travailler. Tu restes au contrôle, à la vérification, à la surveillance de cela. C'est ce qui te permettra maintenant de démarrer autre chose. Donc là, nous sommes dans la division. Ensuite, la multiplication. Il faut savoir multiplier les secteurs d'activité. L'homme a une capacité de polyvalence. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on t'a engagé dans, je ne sais pas moi, à Vodacom, on t'a engagé, je ne sais pas moi, dans une banque, tu as un petit salaire, que tu t'arrêtes là. Tu as la possibilité de faire 2-3 choses. Tu as la possibilité de commencer à commander certaines choses que tu vends. Tu as la possibilité de créer un service, je ne sais pas, ouvrir quelque chose et engager des gens. C'est-à-dire, simplement, c'est que le jour où tu perdras ton emploi, que tu ne puisses pas te retrouver à zéro. Et de deux, il faut toujours
multiplier des activités parce qu'il y a des activités qui sont saisonnières. Où sont parties les phonies? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a déjà été. Ah, il y a la plupart, vous êtes des jeunes. Nous, à l'époque, pour communiquer avec l'intérieur, même quand nous sommes à l'intérieur, pour parler aux gens à qui nous allions à la phonie. Et à la phonie, là, vous êtes avec des gens, mais tous s'entendent. Boni, si vous avez des choses, à vous. Alors, et aussi répondent. Donc, c'était vraiment bizarre. Hein? Mais toutes les maisons de phonie ont fermé avec l'arrivée du cellulaire. Donc, il y a des business qui sont saisonniers. Et il faut savoir ça. Vous êtes dans votre quartier là, c'est vous qui vendez, qui avez les dépôts de Makala. Mais informez-vous quand même si la SNEL va se convertir. Peut-être pas le lendemain, des cabines arrivent et tout le monde a le courant 24/24. C'est à ce moment-là aussi que vos camions de Makala entrent dans les dépôts. Vous allez trouver les gens, le monde méchant pour rien. Donc, vous devez savoir diversifier vos activités. Et si par exemple, vous trouvez de l'argent, quelqu'un vous offre $1000, vous voulez démarrer une activité. Ne prenez pas les $1000, vous investissez. On ne fait jamais ça. Il faut toujours aller avec le principe des banques. Quand elles commencent quelque chose, ils laissent la moitié de l'air à avoir à la banque centrale. Ce qui fera, c'est que s'il y a une banqueroute, ils vont utiliser cet argent-là pour pouvoir payer toutes les dettes des clients. Donc, c'est que quand vous avez $1000, prenez seulement 500. Les 500 là, vous les gardez, ça peut venir en appui, ou bien ça peut servir à faire autre chose. Ne mettez pas tout l'argent et finalement, vous aurez un deuil là, parce que comme d'un père qui perd son fils unique. Donc il faut toujours garder un montant. Et si vous dites que voilà, non, cet investissement ne nécessite pas vraiment $1000, non, il y a des investissements qui nécessitent 500. C'est que ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas encore de l'argent pour cela. C'est un peu comme des gens qui vont à la banque, ils prennent un crédit pour acheter un véhicule. Et ils donnent à un aventurier là, le lendemain on va lui dire que non, tout a été, il n'y a plus rien, même le moteur n'est pas récupérable. Maintenant, il a deux problèmes. Il n'a plus les véhicules qu'il a achetés et il a de l'argent à remettre avec intérêt. Quelle souffrance. Donc faites attention à tout cela. J'étais en train de parler de la multiplication. Ne vivez pas d'une seule chose. C'est très dangereux. Ce n'est pas sage. La vie est bizarre, la vie a des surprises. Soyez toujours quelqu'un qui crée beaucoup d'opportunités, avec beaucoup de secteurs d'affaires. Et c'est vraiment possible. Et après la multiplication, ça c'était le 6e point, n'est-ce pas? Le 7e point, c'est l'essence de l'équité. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de Congolais commencent une affaire et soit ça ne se développe pas ou bien ça se ruine. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'essence de l'équité. Je connais une boulangerie dans mon coin. Quand ils ont commencé, les promoteurs s'étaient arrangés avec les boulangers de leur payer les 1/10. Non, les 10% plutôt. Ce qui a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il gagnait, par exemple $1000, il a payé, $100. Il est arrivé qu'au bout de quelques temps, cette boulangerie a connu du succès. Ils étaient maintenant au niveau de 10 000, n'est-ce pas? Combien il devait leur donner? 1000. Ah, il a maintenant commencé à trouver que donner à ces gens-là 1000, c'est trop. Alors il a commencé à créer l'incompréhension jusqu'à ce que ces gens-là sont partis. Et il a pris maintenant d'autres personnes qui, vous savez, quand on sort du chômage et qu'on vous offre $150, vous êtes heureux, non? Et lui aussi, il est heureux parce qu'il va maintenant garder 850 pour lui.
mais c'était le début de la ruine. Parce que ces gens-là, le succès qu'il avait eu là, c'était lié à la capacité, à la compétence de la première équipe là. Ce que j'aimerais dire ici, vous devez, si vous voulez réussir, vous devez avoir le sens de l'équité. Vous gagnez, les autres gagnent aussi. L'affaire est en train de prospérer, augmenter les salaires des gens. Il faut que les gens sentent aussi qu'eux aussi sont en train de progresser. Moi, j'ai toujours dit, un jour, je parlais avec les enseignants qui disaient, ah, en tout cas, promoteurs, nous sommes vraiment, nous devons être honnêtes. En tout cas, ici, la régularité de la paye et aussi même ce qu'on nous paye, c'est mieux que dans les autres écoles. Je leur ai dit, cela ne me satisfait pas. Parce qu'avec cet argent, quand est-ce que vous allez construire des maisons? Quand est-ce que vous allez avoir des véhicules? C'est vrai que ça vous permet de vivre, mais ce n'est pas suffisant. Donc, vous devez avoir le sens de l'équité. Et même là, Dieu sera avec vous pour bénir ce que vous êtes en train de faire. Mais les Congolais, beaucoup de Congolais sont malhonnêtes. Lui, il veut seulement lui manger. C'est ce qui explique même dans notre société la tension salariale. C'est scandaleux. Quand un député, un ministre a 15 000 à 10 000 et l'autre fonctionnaire là, il a 150 $, 200, et on trouve ça normal. Ce n'est pas juste. Quelle tension dans nos entreprises. Le DG, il a 10 000 $. Et les autres, ça commence par 500, vous commencez à se descendre jusqu'à 200. Il est content quand il a fini la paie. Tout le monde a été payé. Oui. Mais ils ont été payés combien? Vous devez avoir le sens de la justice. C'est ce que la Bible dit, que c'est la justice qui élève une nation. Et beaucoup d'affaires dans notre pays, oui, parce que les gens ne sont pas justes. Je vais terminer maintenant en parlant des finalités. Réussir. Les indices de la réussite. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a réussi? Parce que beaucoup de gens ont une mauvaise définition de la réussite. Il y a des gens qui pensent que quand il a des succès, il a réussi. Non. Vous savez, nous, à notre génération, nous avions des programmes où toute la famille s'asseyait et regardait sans avoir la peur de changer rapidement des chaînes. À l'époque, on appelait ça des maboké. C'était chaque jeudi. Et il y avait une émission embêtante avant là, mais on s'y portait, on attendait. Et les acteurs de l'époque ont réussi à pouvoir... Je sais pas, est-ce qu'il y a une famille qui ne regardait, qui n'était pas là les jeudis soirs en train de regarder Maboké? Ce sont des gens qui ont eu du succès. Mais ils n'ont pas réussi dans la vie. Parce que la plupart sont morts de sida et il y a une différence entre le fait d'avoir du succès et le fait de réussir. Avoir du succès, c'est en fait, le fait de pouvoir avoir la renommée, être connu, être populaire. Mais la réussite, c'est le fait d'atteindre les objectifs. Tu peux être connu, mais tu n'as pas atteint les objectifs. Donc, ici, j'aimerais que nous puissions avoir une très bonne définition. Je donne cette définition de la réussite, ce qui vous permettra à ce que vous sachiez où est-ce que vous allez. Quand on n'a pas une perspective de finalité, on se perd quelque part. Et on va même s'arrêter avant d'avoir atteint l'objectif. Première
indice de la réussite, c'est lorsque vous avez accompli, c'est l'accomplissement de la vision, ou bien des objectifs. C'est-à-dire, si vous avez écrit ça quelque part, au bout d'un certain temps, ce que vous avez écrit, vous voyez cela, c'est réalisé. Ça, c'est ce qu'on appelle la réussite. Deuxième indice, c'est la satisfaction des bénéficiaires de services. Si ce que vous faites arrive à satisfaire les bénéficiaires, là vous avez réussi. Même si imaginez par exemple, vous avez commencé une boulangerie, les gens achètent quand même parce que c'est la seule boulangerie. Mais ils se plaignent de ce que de certaines choses, de certains défauts qu'ils perçoivent dans votre pain. Tant que ces gens ne sont pas satisfaits, vous n'avez pas réussi. Peut-être que vous avez de l'argent et tout ça, votre business, ça semble tourner, mais réussir, c'est aussi arriver à satisfaire les bénéficiaires du service. Parce que vous devez savoir que s'ils ne sont pas satisfaits, lorsque quelqu'un d'autre viendra, il va vous arracher toute cette clientèle, vous allez perdre, vous allez fermer, et même les agents là vont vous quitter pour aller de l'autre côté. Troisième indice de la réussite, c'est faire vivre plusieurs autour de soi. La RDC est remplie de faux riches. Le riche chez nous, c'est quelqu'un qui a un gros compte en banque. En tout cas, moi-même, quand je me regarde, je me dis, je n'ai pas un gros compte en banque. Mais je suis arrivé là où je vis avec un $20 dans la poche. Et la première nuit, je l'ai passé par terre. J'ai dormi par terre à l'arrêt des bus. Mais 20 ans après, il y a près de 150 personnes qui vivent avec un emploi direct. Je ne parle pas des emplois indirects. Un emploi direct. Donc de 100 à 150 personnes qui vivent de ce qui leur est payé chaque mois au travers de toutes les activités que nous avons eu à développer. Mais si nous prenons tous ceux qui gagnent, ça peut être un gros chiffre, mais qui n'est pas à moi. Donc, réussir, c'est être capable de faire vivre plusieurs personnes au travers. Si vous commencez une activité là où, vous voyez, ces gens qui ont volé dans les caisses de l'État et dans les entreprises, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas investir, ils ne savent même pas créer des entreprises parce que d'abord, eux, ils n'ont pas appris à travailler, ils ont seulement appris à voler. Et ils ont même peur que quand ils commencent un business, qu'on va les voler. Les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. Et troisième problème, c'est que comme il a appris à avoir l'argent dans la facilité, je vous assure que des jours ici, il y a vraiment, nous on est bien là, mais il y a des gens qui sont malheureux dans leur maison parce qu'il est habitué avec cet argent qu'il puisse dans la politique. Là, maintenant, là, il n'a plus de boulot. Il n'a pas appris à travailler. Vous savez, c'est différent quelqu'un qui se retrouve avec un 20 000 $ comme ça qu'on lui a donné et quelqu'un qui a commencé avec un 100 $, il commence à travailler, l'argent monte jusqu'à ce qu'il puisse avoir 20 000. C'est différent. Il a la capacité, il sait utiliser ça, il sait fructifier ça. L'autre ne sait que consommer ça. C'est le désespoir. Je vous assure, nous avons deux personnes. Quelqu'un qui était habitué à avoir l'argent de la politique là, et il perd tout. Quelqu'un qui avait commencé un business, ça tombe. Ils n'auront pas le même moral. Parce que celui-ci sait comment il a commencé, il peut toujours recommencer à avancer. Donc, ce que je voudrais dire ici, ne devenez pas un faux riche. Quand on parle de milliardaires dans les pays étrangers, ne vous limitez pas aux chiffres. Vous devez vous poser la question, vous allez entendre qu'il emploie 8000 personnes.
10 000 personnes. Faites des choses qui font vivre les gens tout autour de vous. N'ayez pas un esprit d'avoir un égoïsme, un business égoïste. Et moi, quand j'engage les gens dans un travail, je leur dis, si au bout de 2-3 ans, tu es toujours seul là, que le travail n'a pas évolué de manière à ce que nous ayons besoin d'engager d'autres personnes, tu es mauvais, je vais te chasser d'ici. C'est comme ça que la plupart des choses que nous commençons, une seule personne commence, mais au bout de quelques temps, ils sont à 5, à 4, à 10, et ainsi de suite. Parce qu'il faut que, quand on t'engage, tu commences à faire quelque chose, il faut que tu puisses, on ait besoin d'autres personnes dans la suite des temps. S'il n'y a, David 10 ans que tu es dans cette business, on n'engage pas quelqu'un d'autre, c'est que tu es dans la sorcellerie. Abat la sorcellerie. Quatrième indice, c'est former un système durable qui résistera aux intempéries du temps. Il faut que ce que tu es en train de faire puisse être suffisamment solide et permettre en ce que, même avec le temps, même s'il y a des difficultés, que le système puisse tenir. Et ça, c'est, je ne saurais pas aller en profondeur, c'est beaucoup de choses. Cinquième indice, c'est quelqu'un qui a résolu, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a résolu des problèmes de sa génération, qui a résolu un problème de sa génération. En fait, au finish, au terme de ta vie, je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire les bilans. Quand tu seras sur ton lit d'hôpital avant de mourir, ou bien après que tu sois mort, avant de monter là où tu iras, j'espère que tu es en règle avec le Seigneur, que tu iras au ciel. Avant de monter, tu fais un petit bilan. En fait, quel est le problème que j'ai résolu dans ma génération, dans mon quartier, dans ma vie, dans mon secteur? Si tu n'as résolu aucun problème, alors tu as vécu pour rien. Et sixièmement, c'est former des successeurs. Dans tout ce que vous êtes en train de faire comme activité, il faut toujours former des gens qui peuvent vous remplacer. Sinon, tout ce que vous consentez comme sacrifice, vous les faites pour rien. Quand je parle des successeurs, ce n'est pas forcément après la mort. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez vous retirer et placer quelqu'un là pour continuer à gérer pendant que vous serez occupé à autre chose. Donc, c'est très important. Ne travaillez pas comme si... Ne faites pas quelque chose comme si vous serez toujours là, vous vivrez toujours. Il faut toujours travailler de manière à ce qu'on puisse former des gens qui peuvent vous remplacer. Est-ce que même après votre mort, si vous apprenez que votre business s'est ruiné, même votre famille ne sait même pas profiter de ça, est-ce que vous serez content? Là où vous serez là, est-ce que vous serez content? Et pour terminer, il faut que ce que vous aurez fait puisse avoir glorifié Dieu sur la terre. Vous savez, c'est bien de faire le business, mais la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il faut que ce que vous faites ait à pouvoir avoir non seulement l'approbation de Dieu, mais aussi glorifier Dieu. Ça sert à quoi si on a été un grand joueur, célèbre, et on a réussi, on a eu beaucoup d'argent, mais après on meurt, et que cela n'a pas profité au royaume des cieux. Mais moi j'aime quand je vois certains joueurs qui utilisent leur maillot pour faire passer le message évangélique. J'ai suivi un petit document des joueurs français. Giraud, qui a donné son témoignage, c'est formidable. Comment il vit sa vie de chrétien vraiment engagé. Si on a les succès, mais ces succès-là
ne glorifie pas Dieu, alors c'est vraiment une vanité de vanité. Merci. Voilà, amen, amen. Alléluia. Vraiment, merci au pasteur Serge. Beaucoup de choses qu'il a essayé de synthétiser en peu de mots. Alors nous allons passer par le temps de questions-réponses. Comme il a dit au début, ça va aussi vraiment nous aider à quand même approfondir, ça va l'aider bien sûr, à approfondir certaines choses rapidement, à toucher vraiment de réponses selon nos attentes. Selon nos attentes. Bon, il est 12h moins 1 minute. Nous allons voir comment gérer avec la salle. Mais notre souci, c'est vraiment que chacun de nous puisse avoir une matière, une idée, ce qu'il faut, des informations qu'il faut, afin de l'aider cette année à commencer à développer, à réussir. Bon, pas seulement cette année, mais quelque chose qui va commencer et qui va rester dans le temps. D'accord? Amen, amen. Alors, moi j'avais quand même 2 questions que je me reposais au pasteur, pendant que toi aussi tu es en train de préparer tes questions. Des clients. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit qu'au ciel, si vous rencontrez quelqu'un qui a, vous voyez avec un chargeur, vous devez savoir que c'est un Congolais. Tellement qu'ils n'ont pas confiance au courant, on n'aura même pas confiance au courant du ciel. On s'est dit, Ego Kende, un de ces 4 matins, vous n'en avez pas chargé en avion. Donc, il faut simplement essayer de voir tout autour quels sont les besoins. C'est cette base-là on peut partir. Deuxième question, la concurrence. La première des choses que j'aimerais vous dire, il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Vous devez savoir que tout le monde ne peut pas tout faire. Vous devez avoir confiance dans vos propres capacités. Et en plus, il y a une différence entre quelqu'un qui a une vision d'une chose et celui qui copie l'autre. Tous ceux qui copient là finissent par s'essouffler. De deux, quand vous avez un projet, l'exécution doit être graduelle. Même s'il copie ce que vous avez déjà commencé à faire, vous devez vous projeter plus loin pour que vous puissiez avoir toujours une longueur d'avance. Une autre chose aussi par rapport à la concurrence, n'hésitez pas à vous informer pour savoir qu'est-ce que les autres font. Parce que quand on ne connaît pas, bon, c'est vrai que ce n'est pas la guerre, mais quand on ne connaît pas l'ennemi, comment est-ce qu'on va les combattre? Et une autre chose encore, vous devez toujours vous battre de manière à ce que vous puissiez proposer quelque chose de plus. C'est ça, des éléments qui peuvent vous aider à pouvoir tenir face à la concurrence. Parce que s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, les empêcher de concourir avec vous, les empêcher de faire leur business. Mais ce que vous pouvez faire, c'est les dépasser, c'est toujours possible. Ok, merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Voilà, rapidement, nous allons prendre quelques questions. Frère Abel, aidez-moi avec le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez déjà un business, vous voulez commencer un business, une préoccupation, une question que vous vous posez, levez simplement la main, on va gagner le temps et puis le pasteur va devoir répondre sur base vraiment de votre préoccupation. Aidez-nous, nous sommes vraiment face à la contrainte du temps. Alors soyez le plus bref possible afin de permettre à un grand nombre de poser des questions. Bonjour à tous, merci pour la parole. Ma question est la suivante. Pasteur, comment fait-on pour pallier au problème de capital ou de fonds dans le business lorsqu'on ressent besoin d'aller un peu plus haut, mais que l'on est quitté à un dilemme de capital? Ce que j'ai toujours conseillé aux gens, c'est d'être à la fois idéaliste, au même moment aussi réaliste. L'idéalisme, c'est quoi? Vous voyez, quand j'étais
j'étais encore étudiant quand j'avais conçu le projet d'un studio, parce que moi je m'étais, à l'Institut des Beaux-Arts, j'ai fait la décoration intérieure, l'architecture d'intérieur, mais j'ai eu le temps de pouvoir me former moi-même en bande dessinée. Donc j'étais un professionnel de la bande dessinée et je voulais aller plus loin, commencer à réaliser des dessins animés. Alors j'ai fait un projet à l'époque, moi-même j'en ris, de 14 000 $. Alors qu'à l'époque, je n'avais même jamais vu un dessin de $. Dans ma vie. J'ai fait un projet de 14 000 $. Bon, pour commencer les studios que j'ai appelé à l'époque Betsaleh, j'avais besoin de ces montants. À l'époque, les ordinateurs, c'était rare. L'ordinateur coûtait dans les 5 000 $ à l'époque. Donc, c'était vraiment un dilemme. Mais qu'est-ce que je fais? J'avais dessiné pour une ONG, j'avais fait une planche là pour une ONG et on m'avait payé 100 $. Avec cet argent-là, j'ai acheté du matériel et j'ai commencé maintenant avec ce que j'avais. C'est-à-dire, je n'avais pas encore l'ordinateur, je n'avais pas encore l'ordinateur, je n'avais pas encore tout ça, mais je cherche d'abord à me professionnaliser. À l'époque même, j'ai dit à participer à un concours ici à Kinshasa, organisé par la Wallonie-Bruxelles des bandes dessinées. J'étais premier et ça m'avait conforté. Je me dis, il faut vraiment que nous fassions quelque chose. Mais je dis, il faut être à la fois idéaliste, avoir des grands projets, mais être réaliste, c'est-à-dire commencer avec ce qu'on a, ce qui est à notre disposition. Et de deux, il faut toujours faire des projets à plusieurs niveaux. Hein? Vous devez avoir dans votre vie un projet qui ne nécessite que 100 $. Vous devez avoir un projet qui ne nécessite que 1 000 $ ou 500 $. Vous devez avoir un projet qui nécessite 10 000. Les jours où on va vous donner 10 000 ou bien un projet qui nécessite 100 000, les jours où on va vous donner 100 000, vous n'allez plus réfléchir ces jours-là, qu'est-ce que je dois en faire? Parce que les drames avec beaucoup de gens, ils ont que des projets de 500 $. Les jours où on leur donne 50 000 $, d'abord, ils ne dorment pas. Parce qu'ils dorment, ils se réveillent, ils comptent cet argent-là. Ils dorment, ils se réveillent, ils comptent cet argent-là. Et de deux, il y a toujours des gens qui sont des sorciers dans les quartiers qui vont venir vous proposer d'acheter une machine là. Et la machine qu'on va venir vous vendre là, généralement, ça démarre à la présence des vendeurs. Donc vous démarrez quand même, et dès qu'ils partent là, ils ont pris les transports. Vous restez et c'est ainsi tout l'argent est perdu. Donc dans votre vie, que l'argent ne vous bloque pas. Et soyez plus riche en idées et l'argent viendra toujours. Et pour le grand projet, vous pouvez créer cet argent avec les peu que vous aurez déjà et avec lesquels vous aurez commencé un petit projet. Sinon, vous pouvez attendre 10 ans pour avoir ces montants-là sans rien faire. Ça, c'est un gaspillage. Le suivant. Merci pour la parole. Pasteur, j'avais une question. Vous avez parlé des projets, mais les projets ne sont pas seulement en termes de caractère commercial. Il y a aussi des projets, si je peux le dire, intellectuels, genre humanitaire. Vous postulez quelque part, vous introduisez votre projet, peut-être vous gagnez les marchés, mais ceux qui vous donnent ces marchés vous demandent, il faut assister à la rétrocommission. Exemple, les marchés, c'est à 10 000 $, vous postulez, ils vous donnent les 10 000 $. Mais en contrepartie, ils disent, si vous voulez bénéficier de cet argent, faisons que c'est la mission 5 000 $, et puis toi, débute avec 5 000 pour faire les projets. Comment on peut faire pour pallier à ça? C'est le système que nous vivons continuellement ici à Kinshasa ou en RDC. Deuxièmement, ma question pour un autre aspect. Vous avez parlé, exemple, des projets commerciaux, vente, boutique, des 100 $. Pouvez-vous nous faire une proposition des projets exemplaires qui peuvent être faits avec 500 $, 3 propositions,
ou des projets qui peuvent être faits avec 1000 $, par exemple. Merci. Je réponds d'abord à la première question. Là, on est devant un problème de conscience. Vous devez voir les titres qu'ils sont en train de vous proposer là, si c'est vraiment honnête. Si ce n'est pas très honnête, en tout cas, vous devez refuser. Mais si c'est dans le sens des commissions, vous savez que parmi les boulots que je trouve assez tranquilles, c'est les boulots des commissionnaires. Donc il est là, assis là, toi tu viens, voilà, j'ai besoin d'une maison, il en trouve pour vous, il ne transpire pas beaucoup, il trouve pour vous et surtout cette maison en vente est à 100 000. Il a 10 000 $ comme ça, qu'il empoche pendant que les maçons qui sont en train de passer toute la journée sous le soleil, on n'a qu'un 30 $. Donc ça, on est dans la dimension c'est quelqu'un qui a joué le rôle, le travail des commissionnaires. C'est-à-dire, un commissionnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui rencontre deux personnes qui ont des besoins, mais qui ont aussi des solutions. Voilà un peu. Et lui, il facilite cela. Si vous regardez ça de cette manière-là, vous rendez service, ils vous payent l'argent, vous leur rendez leur commission et vous passez votre chemin. Deuxième préoccupation, qu'est-ce que je peux vous proposer? Là, ça va vous prendre du temps. Mais si je vous disais, par exemple, nous avons une école qui a un chiffre d'affaires de plus de 200 000 $ l'an. Mais j'ai commencé avec, on a commencé avec 120 $. On a commencé l'école avec 120 $. C'est ce qu'on avait en main. Je me souviens même les comités des papas, du développement à l'époque, ont tremblé du pasteur, mais c'est les enseignements vont l'année prochaine. J'ai dit, nous commençons cette année. Et on avait une petite maison avec des briques ad hoc. Aujourd'hui, nous avons des bâtiments à l'étage. Mais là, c'était des briques ad hoc qui ont déjà été cassés depuis longtemps. Mais il fallait ça. Aujourd'hui, nous avons construit des toilettes modernes. Mais à l'époque, c'était les toilettes à coût direct. Donc, quand vous entrez, vous regardez les travaux des personnes qui nous ont précédés dans le lieu. Donc, on a commencé comme ça. Donc, on aurait pas peut-être à une autre occasion. Ok, je suis mort rapidement. Merci, bonjour. J'aimerais savoir, lorsque un business meurt, soit parce que ce n'est plus d'actualité, un peu comme les familles et tout, qu'est-ce qu'on fait des collaborateurs ou des employés qui étaient avec nous dans ce business? La deuxième question, ça concerne toujours les collaborateurs. À quel moment est-ce qu'on fixe, par exemple, les salaires? Et lorsque nous commençons, est-ce qu'on commence directement avec les choses légales comme la CNCS et autres, ou on commence petit à petit jusqu'à voir l'évolution? Merci. Oh, beaucoup de questions, ma soeur. C'est un business là. On fait quoi des bon, là, bon, je vais être cru. Hein. Vous n'êtes pas les parents de ces gens-là. Ils ont des familles. Donc vous êtes dans un contrat de travail. Quand c'est fini, c'est fini. Mais si ce sont de bonnes personnes, ça peut vous inspirer pour voir comment muter vers un autre secteur. Et c'est déjà un gros avantage d'avoir des gens avec qui on est habitué. Donc, voyez, comme vous êtes visionnaire, voyez ce que vous pouvez faire et qu'il fasse en sorte que toutes ces personnes puissent être récupérées. Mais au pire des cas, vous vous séparez. La deuxième chose, quand est-ce qu'il faudra voir comment on doit fixer les salaires? C'est en fonction du revenu. Il y a deux manières. Nous avons des activités où on paye les gens en fonction, disons, il y a un salaire fixe. Mais il y a des personnes qu'on paye en fonction du pourcentage. C'est-à-dire quand, à la fin du mois, si ce mois-là, les capitaux que nous avons investis, c'était de 1 000 $. Et qu'à la fin, en fin de compte, nous avons aussi 1 000 $. Ça vous fait 1000. Il y a ce qui est
le pourcentage qui est déjà arrêté pour la promotion, le pourcentage qui est arrêté pour la réinvestir. Parce qu'il faut toujours penser à augmenter son capital, ce qui permet, c'est que même les bénéfices augmentent aussi automatiquement. Et il y a aussi ce qui est je parle des investissements, il y a aussi les salaires, le pourcentage des salaires qui sont déjà connus. Et s'ils travaillent bien, il y a une bonne clientèle, les revenus augmentent. Si ça ne marche pas beaucoup, tout le monde aura les peu qu'on va avoir. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais il y a des travails là où il faut fixer les travails si c'est vraiment quelque chose de sûr. Donc les revenus est assez sûr. Et quand est-ce qu'il faudrait commencer avec l'INSS? À partir du moment que tu engages quelqu'un, même si c'est une personne, il faut la déclarer. D'abord, pour payer l'IPER au niveau de la DGI, et ensuite l'inscrire à l'INSS pour commencer à payer. C'est vrai que pendant les premiers mois, ça peut passer, mais si vous continuez et que l'État tombe sur vous, vous risquez d'avoir des pénalités. Et de ce côté-là, il ne blague pas, surtout que les pénalités sont des agents qui bouffent ça. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. C'est très important. Bonjour pasteur. Moi, à propos du pourcentage, lorsque moi j'ai la marchandise, je donne à l'ami qu'il puisse vendre. Comment est-ce qu'on va partager les pourcentages? Et deuxièmement, à propos du collaborateur. Dans nos familles, il y a des jeunes gens qui ne font rien. Au lieu de demander chaque jour des revenus, de demander, les préférences de donner les filets que l'ami ou bien les frères puissent travailler. Et comment est-ce que nous devons gérer entre nous, les frères et sœurs? Je reviens à la dernière. Je commence par la dernière question. Si vous êtes obligé d'utiliser un membre de famille, ne le mettez pas à la caisse. Qu'il soit peut-être à la technique, à la livraison, là où il ne gère pas l'argent. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Mais il peut arriver aussi que vous ayez un membre de famille dont vous ne doutez pas de son honnêteté. Et vous êtes pas sûr de lui. Alors dans ces cas-là, parfois il est mieux que quelqu'un de l'extérieur à la caisse. C'est vous qui connaissez votre famille. C'est un peu comme je dis souvent aux gens. Vous construisez votre maison. N'osez pas mettre un membre de famille comme locataire. Parce que les jours où il ne paiera pas, vous n'aurez pas le mettre dehors. Donc il faut toujours payer attention. Mais la première question, quel est le pourcentage? Là c'est conventionnel, c'est à vous de voir. Généralement c'est moitié-moitié. Quand c'est-à-dire moitié promoteur, c'est lui qui a engagé son argent, et les 50% c'est pour payer tous ceux qui ont travaillé. S'ils sont à 3, ils vont se partager ça. S'ils sont à 4, ils vont se partager ça. Mais si les revenus sont tellement minces, on peut reculer, prendre 40 et laisser aux autres 60, ça dépend. C'est vraiment conventionnel, ça dépend. Ça dépend. Je reviens un peu toujours en termes de pourcentage. Lorsque vous avez évoqué l'équité. Quelle peut être la marge pour l'employé et l'employeur? Je dis que, bon, il faut maintenant voir ce qui est légal. Normalement, l'enveloppe salariale varie, d'une manière légale, ça varie entre 30 à 60. Et là, ça dépend maintenant de l'envergure des business, du travail. Donc, ça varie entre 30 à
à 50, si à 60, si vraiment le revenu est grand, même jusqu'à 30, ça peut aller, mais pas en deçà, parce que ça permet à ce qu'avec les bénéfices, on puisse investir encore dans d'autres domaines et tout ça, et continuer à créer de l'emploi. Mais si les bénéfices n'est pas tellement énorme, parfois vous pouvez monter jusqu'à 50, jusqu'à 60, ce qui constitue l'enveloppe salariale de toutes les personnes qui vous emploient. C'est un peu comme dans les commerces où est-ce que vous connaissez la marge légale du bénéfice? Quand vous devez vendre quelque chose, jusqu'à combien de pourcents c'est acceptable? Combien? Non. C'est juste à 30%. Donc, quand quelqu'un achète des histoires et vend et gagne 100%, c'est illégal, c'est pas normal. Mais comme nous n'avons pas un service économique qui a les regards sur ça, ça passe. Ouais. Mais on est en train quelque part de pouvoir voler les clients en exagérant avec la marge bénéficiaire. Donc, il y a des choses qui sont légales, mais sur le terrain, parfois on rencontre certaines réalités. Il y a des gens qui vont très bien pour acheter certaines choses. Il y a beaucoup des réalités. Ils doivent mettre tout ça, ils doivent calculer tout ça. Pas seulement les prix d'achat, ils doivent calculer les transports, ils doivent calculer les risques, ils doivent calculer tout ce qu'il y a comme services, et tout ce qu'il y a comme taxes, tout ce qu'il y a, ils doivent calculer tout ça et ça peut faire en sorte que le montant, la marge bénéficiaire semble être vraiment énorme, mais c'est pour répondre à toutes ces dépenses. Parce qu'on ne travaille pas pour perdre en tout cas. Amen, amen. Je pense qu'on doit finir par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci infiniment au pasteur Serge. On va devoir s'arrêter par là. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre une seule minute, que nous puissions prier. On a eu le temps de prier avec certains ont vu, mais j'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu de te rendre fertile afin de savoir ce que tu dois faire et aussi afin de mieux les développer et tout ce que tu as reçu, que tu apprennes à le mettre en pratique. Prions le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier Dieu? Prie le Seigneur. Que le Seigneur te rende fertile. Que le Seigneur t'aide à mieux mettre en pratique cela. Que le Seigneur t'assiste au développement. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas que ce soit des temps passés vainement, mais que ce soit des temps qui vont produire dans le business de chacun. Seigneur, que toute cette connaissance reçue en ces lieux serve au Dieu pour le développement de ce que nous faisons déjà, ou de ce que nous allons faire. Nous prions à ce que tu bénisses chacun de nous. Nous prions à ce que tu nous assistes. Nous prions à ce que tu nous orientes. Nous prions à ce que tu nous donnes de bons collaborateurs. Nous prions à ce que tu nous donnes la sagesse qu'il faut afin de mieux réussir. Merci de bénir aussi ton serviteur. Permets que l'honneur et que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. On va devoir nous arrêter. Alors, nous avions fait circuler de listes. Ça va simplement nous aider à garder les coordonnées de ceux qui ont été là. Parce que nous avons pensé, pourquoi pas avoir un groupe, comme le pasteur en a évoqué, un groupe qui va nous aider quand même à nous interconnecter. Au finish, on va
savoir pourquoi pas présenter certains services. On a un groupe où on sait que quand quelqu'un a un service, il écrit carrément, bien quelqu'un a besoin, il peut écrire facilement, on peut s'interconnecter. Parce que le business, il faut le faire ensemble. Amen, amen. Donc, il y a un de nous, quelqu'un qui aura une solution, un de nous, quelqu'un qui aura un besoin. Je suis en train de vendre une maison, est-ce que quelqu'un connaît? Ça peut aider. Le pasteur vient d'évoquer, il y a des business qui ne demandent pas trop, comme le fait d'être courtier. Tu ne te déplaces pas, mais c'est moi déjà en contact, c'est fini, on te rapporte ton argent. Donc, on va vraiment créer ces petits réseaux. Si vous voyez, quand vous êtes dans un groupe, on écrit business, comprenez que c'est de nous qu'il s'agit. Et aussi, Dieu faisant grâce, le jour à venir, on aura aussi d'autres conférences où nous allons peut-être avoir de matières vraiment précises afin de nous aider à mieux nous développer. Donc voilà un peu. Nous, c'est la Maison des Transformations, une des églises de la bande. Nous avons, dans le cadre du séminaire Bonne année avec Christ que nous organisons chaque début d'année, cette année, nous avons voulu faire différent. On se dit, bon, on va sortir en dehors du cadre de l'église et nous allons essayer de partager la connaissance qui va devoir nous aider à être non seulement fort spirituellement, mais être aussi fort financièrement. Parce que l'évangile a besoin d'argent pour avancer. L'évangile a besoin d'argent. Donc voilà, avant de clôturer, c'est une réunion organisée par une église. Donc on a eu le temps de prier, on a eu le temps d'apprendre, mais aussi nous allons